Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché bien évidemment, le Bitcoin. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 22 décembre 2022. Alors, comme d'habitude, on va analyser les nouvelles, mais avant ça, juste petite information, on va tenter cette fois-ci de refaire une vidéo en une fois, étant donné que le nombre de news ne me permet pas de faire une véritable vidéo à part. Je vais regrouper les deux avec un mix des deux formats, ce qui arrivera quand on a assez peu de nouvelles sur lesquelles je dois tout faire en une vidéo. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Avant de commencer, si vous souhaitez soutenir la chaîne, c'est très simple, likez, partagez la vidéo, ça aide beaucoup au référencement, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Au programme des news aujourd'hui, nous avons donc une possible solution pour Genesis, un chapitre 11 pour Core Scientifique et ça fait mal, des news pour Axelar et Polygon, et on terminera sur le rebondissement de l'affaire FTX. On est parti tout de suite avec déjà petit rappel de l'actualité macroéconomique que l'on va avoir. Aujourd'hui, nous avons les trimestres 3 qui tombent avec les inscriptions hebdomadaires chômage, donc pareil, des chiffres qui peuvent être importants au vu de l'accélération haussière que l'on a déjà depuis un certain temps, la baisse de l'inflation, donc forcément le PIB doit tenir. On n'oublie pas que le PIB reste un des éléments clés du mandat de la Fed, donc c'est des éléments à surveiller. Alors, nous avons FTX. FTX sur lequel, ça y est, Caroline Ellison et Gary Wang ont été arrêtés et sont en tout cas en procès avec la SEC, on le voit bien ici, et ont déclaré coupables de fraude. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que justement, on pensait déjà depuis un certain temps que Caroline, la voyant, en tout cas aux États-Unis et non pas à Dubaï comme on l'escomptait, on pensait fortement qu'elle était en train de mettre un deal, et là, on voit qu'elle a bien fait un deal, parce que quand tu te déclares coupable de cette façon-là, en amont, avant l'arrivée de SBF et de la mise en place du procès de SBF, je pense que en effet, on va avoir pas mal de choses, et il y a un thread qui, qui tout simplement récupère absolument tout, qui explique tous les différents points. Je vous invite à regarder, c'est très intéressant. Vous allez avoir toutes les informations liées principalement au dépôt de plainte de Caroline et de Gary contre SBF, et c'est à charge, et c'est même très à charge, donc n'hésitez pas, si vous voulez les liens, regardez sur mon Twitter, vous allez avoir dans le thread Twitter dans lequel il y aura toutes les informations. On continue les nouvelles avec Genesis et DCG, donc qui, Genesis pour rappel, a arrêté les dépôts, a arrêté tout ce qui était lié principalement à son activité. Genesis, qui était un acteur essentiel dans tout le système de earning qu'on retrouvait dans les crypto-monnaies, Genesis était celui qui était à la base, qui permettait justement de prêter à des gros institutionnels, et dans lequel nous avons des plateformes comme Gemini qui utilisaient les services de Genesis pour proposer à leurs clients du earning. Donc on a Genesis qui était dans le mal, déjà depuis un certain temps, avec une peur d'un chapitre 11. Là, a priori, on voit que ça ne va pas être le cas, et ça ne sera pas le cas, parce que on a vraiment un travail qui est effectué par DCG et Genesis pour mettre en place des solutions très fortes, et ça va dans la continuité de ce qu'on a vu avec Gemini, qui avait créé un comité de créditeurs très fortement pour pouvoir trouver des solutions et entamer des négociations pour éviter le chapitre 11 qui est néfaste pour l'industrie, parce que c'est vraiment une mise en liquidation sur lequel on va avoir pas mal de choses. Et bon, là-dessus, c'est mon avis personnel, mais je pense aussi qu'il y a d'autres raisons pour éviter le chapitre 11, c'est la transparence. On n'oublie pas que quand on arrive dans le chapitre 11, on va avoir beaucoup de transparence et accès à beaucoup de documents, et je pense que très clairement, on ne veut pas avoir accès à ça, ou nous donner accès à ça, et c'est une des raisons pour lesquelles, certainement, Genesis ne déposera jamais le chapitre 11. On continue dans les nouvelles avec, justement, Pékin, qui se propose d'être médiateur entre Moscou et l'Ukraine pour arrêter cette guerre. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça arrive au moment où, justement, nous avons le président ukrainien qui arrive sur le sol américain pour faire une élocution et en même temps rencontrer Biden, qui est un rendez-vous quand même un petit peu historique, parce que un pays en guerre, comme ça, avoir son président qui se déplace dans un pays étranger, et qui plus est aux États-Unis, c'est compliqué,
Et justement, on se retrouve avec cette nouvelle à ce moment-là. Je pense qu'on est en train de préparer quelque chose à voir. L'information importante à retenir, là, c'est Corps Scientifique qui remplit un chapitre 11. Parce que déjà, on savait qu'ils avaient beaucoup de difficultés financières. Ça s'accentue avec la chute effective réelle du BTC, où ils ont vraiment beaucoup de mal. On parle quand même d'un trou de 1 à 10 milliards de dollars. Alors, pour rappel, Corps Scientifique, c'est un des acteurs majeurs du mining du BTC. Ça représente à peu près 10% du parc de mineurs, donc ce qui est colossal, donc on risque d'avoir un énorme trou à un moment donné dans le hash rate. Alors là-dessus, il faut pas s'inquiéter, il va pas avoir beaucoup de BTC vendus, parce que je peux vous assurer que là, ils ont dû les quitter tout le long, c'est une pression baissière qui s'arrête, du coup, plutôt, parce que ça veut dire que 10% des BTC qui étaient minés étaient vendus automatiquement, parce que Core Scientifique n'avait pas les fonds pour continuer. Donc ça veut dire qu'on va avoir une pression baissière qui va diminuer, à partir du moment où on aura un petit peu plus d'informations sur le chapitre 11, ce sera pas tout de suite, mais c'est intéressant et important de le voir, et on voit que on a quand même beaucoup de choses qui tournent autour de ça, on nous explique un petit peu toutes les informations, voilà, on a bien 10% quand même du réseau BTC qui est représenté, qui est déposé en fait un chapitre 11, donc globalement c'est un petit peu la représentation qu'on peut avoir, et il faut l'avoir en tête, et ça fait partie des signes clés d'arriver à un bottom, c'est d'avoir des acteurs du minage qui déposent le bilan, parce que justement on est arrivé dans une zone très basse, donc là-dessus on arrive dans une zone intéressante. Ensuite, nous avons Axelar qui nous annonce 60 millions de dollars d'incentive pour aider le développement de startups sur son écosystème. Alors Axelar a fait une levée de fonds colossale, et là recommence à distribuer, je pense que c'est une des premières incentives qu'on verra, il y en aura d'autres, là il en faut une déjà pour pouvoir commencer à avoir un écosystème fort, et on en aura certainement d'autres. Ensuite, nous avons petite nouvelle sur Polygon, qui continue, de toute façon Polygon il n'arrête jamais, qui justement développe son ZK-EVM en lançant une deuxième partie de son testnet, qui est globalement la dernière partie, avant de passer sur le LiveNet, avec pas mal d'améliorations, et c'est vraiment la dernière étape avant de pouvoir pousser vraiment sur le mainnet, et c'est un petit peu ce qu'on attend justement de voir Hermès, donc ce ZK EVM Proof arriver très fortement, parce que c'est un ZK EVM, donc ça veut dire qu'on a une hyper scalabilité, une diminution drastique des coûts, tout en gardant la flexibilité et en tout cas la possibilité d'avoir une interopérabilité avec les machines virtuelles Ethereum. Donc ça veut dire qu'on peut porter des applications sur Polygon ZK de façon très simplement, et donc très clairement, l'ensemble des applications qui sont sur Polygon auront accès à ZK EVM, en tout cas, même si c'est pas annoncé, je peux vous le dire que ce sera certainement le cas très vite si ce n'est pas fait tout de suite au lancement, et ce qui est plutôt positif pour Polygon, ce qui est plutôt positif pour Ethereum, et même dans le général pour la crypto-monnaie, parce qu'on avance petit à petit dans des biais fonctionnels qui permettront d'avoir une grosse scalabilité, une diminution des frais, chose qui, selon Vitalik, est essentielle pour arriver à la mass adoption. On a terminé sur les nouvelles, on va attaquer la partie technique qui d'ailleurs commence par notre rappel habituel de vague 1, 2, 3, 4, 5 terminée en avril 2021, nous sommes actuellement sur un retracement A, B, C, B avec extension, C avec extension, et nous sommes actuellement en train de casser le 382 de l'extension de Fibonacci de la A sur la B, quelque chose de classique. On est quand même bien enfoncé, on a cassé l'order block où on se trouvait, et on est en train de travailler le 786 sur le CME, donc on est sur le graphique CME Chicago Mercantile Exchange, donc qui représente les futurs institutionnels, qui permet aussi de donner une forme de ton, c'est pour ça que je fais généralement mon analyse macro générale dessus, et ma micro ailleurs, vous le verrez. Et est-ce que c'est une zone intéressante pour acheter ? En tout cas pour s'exposer à ce type d'actifs, à partir du moment où nous sommes en dessous du 618 du mouvement total, nous sommes dans une zone de rechargement long terme, donc on peut commencer à mettre en place une politique de DCA, ou une politique d'exposition, et quand je dis une politique, ça veut dire avoir une stratégie pour lisser ses achats, et derrière, prendre en considération qu'on peut descendre plus bas. Oui, on peut descendre plus bas, on peut aller chercher les 786 à 14 800, on peut aller chercher le top de la 1 à 14 000, et on peut aller chercher le 1,618 à 10 000. Il y a même des personnes qui veulent chercher beaucoup plus bas, dans les 3500. Tout ça, il faut des niveaux, enfin en tout cas des news fondamentales très fortes pour aller chuter au-dessous de 10 000. Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé avec la news de FTX,
On a chuté, oui, on a chuté très fort, on a perdu que, par contre, 25%. Si je zoome dans cette partie-là, pour bien expliquer, FTX, c'est ce niveau-là, d'accord? FTX, c'est cette partie ici. Donc c'est 25%, c'est une nouvelle qui est quand même colossale, il n'y a pas grands acteurs, en tout cas il reste très peu de grands acteurs qui pourraient entraîner le marché suffisamment fort, et ce qui est intéressant de voir, c'est que les news macroéconomiques impactent de moins en moins le BTC, et on suit de moins en moins les indices classiques, comme le SP500 et le Nasdaq. Par exemple, on ira le voir tout à l'heure, mais le SP500 et le Nasdaq ont fait une session hier qui était plus que positive. Bah, c'est pas le cas, hein. Pour rappel, c'est les petites bougies qui sont ici, donc on a vraiment zéro volatilité présente sur le BTC, avec très très peu de mouvements, et une forme de contraction très forte qui est en train de se mettre en place. On ira le regarder en 1 heure, je pense qu'on est en train de préparer un mouvement, déjà depuis un certain temps. Je vous en ai parlé hier, je vous en ai parlé avant-hier, et là c'est en train de se confirmer. Il y a juste des petits accros sur lesquels on ira analyser tout de suite, mais juste pour terminer sur cette partie-là, ce qui est intéressant de se rappeler, c'est que ici, nous avons Terra Luna Celsius 3 ici. D'accord? Donc ça, c'est le mouvement Terra Luna 3 ici, Celsius. Mouvement très très fort qui ont entraîné des liquidations massives, qui sont des événements crypto. Ici, nous avons FTX, événement crypto. Si on n'avait pas eu Terra Luna, et d'ailleurs, je pense qu'à un moment donné, je vous ferai une hebdomadaire dessus avec une hypothèse, c'est si on n'avait pas eu Terra Luna, si on n'avait pas eu Celsius, qu'est-ce qui se serait passé avec FTX derrière? Est-ce qu'on serait parti sur un cycle macro, général, dans lequel on n'aurait pas cassé l'air, on serait reparti, donc on n'aurait pas cassé ce niveau-là, on serait reparti à la hausse, ou avoir une stagnation ici en attendant que la macro se règle avant de pouvoir repartir? Mais dans tous les cas, on se rend compte très très vite que si on n'avait pas eu ces événements, en tout cas propres à la crypto-monnaie, je veux dire la chute d'un stablecoin algorithmique comme Terra Luna ou un FTX qui est une plateforme d'échange représentant 30 milliards, qui fait de la fraude, qui utilise les fonds des utilisateurs pour faire du trading et qui perd tout, enfin voilà, c'est clairement, on se retrouve quand même dans quelque chose qui est propre derrière à l'écosystème où on est, donc propre à la crypto avec Terra Luna, et FTX, bon bah voilà, c'est une malversation de quelqu'un qu'on peut retrouver partout, mais ça reste quand même un événement ponctuel, ce n'est pas un événement fondamental propre à la crypto, c'est qu'en fait ce sont des acteurs dans la crypto qui ont entraîné ça. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'on se retrouve dans cette zone-là, et dans lequel on a quand même une contagion, parce qu'on en avait beaucoup parlé le 6, 7, 8, 9, 10, 11 novembre, de contagion possible suite à une chute d'un gros exchange. Bon bah là, on voit, et notamment avec la chute de FTX, là on voit que la contagion, somme toute, est plutôt contrôlée. On voit que la plus grosse contagion qui était Genesis, donc la partie yielding dont je vous ai parlé en news, et on voit que bah, il n'y aura pas de chapitre 11, oui il y a des impacts, oui il y a des impacts sur Gemini, mais somme toute, ça reste très modéré, on n'a pas des clauses sur liquidation colossales, on n'a pas de liquidation d'assets colossales, même si on va avoir peut-être encore quelques poissons qui vont remonter, bon, bah, on voit que on arrive à tenir très fortement, et oui, on commence à arriver dans une zone très intéressante, ou en tout cas sur lequel on voit des signes, quand on a fait déjà plusieurs bear markets, on voit des signes très forts de bottom qui est en train de se poser. Alors, autre chose, nous sommes dans cette partie-là dans laquelle nous avons, pour rappel, toujours cette accumulation SC, AR, ST, STB, d'accord, donc arrêt de la tendance baissière, retracement, retest, accélération, prise de liquidité, avec justement la prise du SC à travers le STB, donc prise de liquidité essentielle pour justement pouvoir valider une partie de l'accumulation. Suite à ce STB, on voit qu'on a eu une première accélération avec un retest du SC, d'accord, retest de la zone qui nous avait tenu pendant quand même assez longtemps, qui a été notre point d'arrêt sur 3 ici et la capitulation de Celsius, donc qui était justement effectuée en juin 2022, donc sur lequel on a résisté pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'on ait la cassure de FTX très forte. Alors on va passer en 1 heure, pour voir justement cette partie suite à la cassure de FTX, continuer à faire notre petit rappel, nous avons encore une fois une accumulation de week-off, pattern classique quand on a un marché qui manque de liquidité, on se retrouve avec un selling climax, automatic rally, secondary test, STB ici, donc on a bien une prise de liquidité, encore une fois, même schématique que tout à l'heure, mais petite time frame qu'on retrouve, prise de liquidité, cette fois-ci qui a été faite juste en une petite mèche, et réaccélération haussière, avec d'ailleurs un break of structure,
d'accord? On a cassé la structure ici, d'accord? On a repris le top de la R, qui est plutôt positif, parce que normalement, dans un STB, avec un STB prise de liquidité, quand on reprend un top derrière un break of structure, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que potentiellement, on n'aura pas de spring. Ça, c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais en tout cas, quand on regarde la majorité du temps et un petit peu ce qui se passe sur les marchés classiques quand on a une accumulation avec un STB, puis un BOS, donc un break of structure, derrière, généralement, on est plus sous une forme de retest, qui est un petit peu la pattern que j'ai, avec ce qui est en train de se passer actuellement, un retest effectif, pour moi, dans les 16 000, 15 900, pour pouvoir retravailler cette zone-là. Et ce qui est intéressant de voir, on va zoomer un petit peu sur ce qui s'est passé hier et avant-hier. On a bien vu cette pattern de descente effective sur lequel on a fait un retest baissier, et j'aurais bien aimé avoir une nouvelle accélération. On voit que la nouvelle accélération, on l'a pas, par contre. La nouvelle accélération, on voit qu'on n'a pas cassé cette zone-là. On aurait dû aller casser les 16 918 pour aller reprendre ce top-là, pour se dire que potentiellement on pouvait aller retester haussier. Là, le fait qu'on n'y aille pas, c'est-à-dire le fait qu'on n'y aille pas, je suis en train de me poser la question très clairement, est-ce qu'on va pas retester baissier beaucoup plus bas, tout de suite, comme par exemple les 16 500, sur lequel on aurait ici une capture de inducement qui se ferait ici, pour retravailler. Pourquoi je vous dis ça? Pour plusieurs choses. C'est que, on a très clairement beaucoup moins de liquidité, de volume, actuellement. C'est-à-dire, je vous ai montré les petites bougies, je vous remonte les petites bougies d'hier, voilà, il n'y a rien comme volume, il n'y a rien du tout, et à un tel point qui fait que on n'a pas non plus de liquidité qui se met en place. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, on aura tendance à avoir des liquidités qui se positionnent au-dessus et en dessous. Bon bah là, je vous spoil, il y a quasiment rien, il y a un petit peu des liquidités, mais somme toute, c'est rien par rapport à ce qu'on a pu connaître, donc ça veut dire qu'on a une forme d'abandon concrète du marché. Alors, c'est vrai, on est le 22 décembre, hein, je vous rappelle, on est quand même pas trop loin du 24 décembre, et de la semaine de cette fin d'année de clôture annuelle dans laquelle on peut ne pas avoir du tout de volume durant cette période. Donc on pourra avoir une compression des liquidités qui s'effectuent ici, pendant un certain temps, pendant une semaine et demie, avant d'avoir une résolution. Ça peut être aussi possible. Et ça, il faut le garder en tête, parce que on n'a pas de volume. On n'a vraiment pas de volume, et c'est quelque chose, là on voit bien que le volume est en train de descendre, qu'il faut garder en tête. L'autre point, c'est que, dans tous les cas, pour pouvoir se dire qu'on va faire la dernière accélération haussière pour aller retester le niveau qui m'importe quand même assez, qui est ce niveau ici, qui représente un niveau de retest par rapport à l'order block qui se trouve ici, et sur lequel on a pas mal d'imbalance, pour moi ça me semble assez logique quand on regarde un petit peu les patterns qu'on est en train d'effectuer, pour une continuité baissière d'aller retester les 17 300, là, j'ai des doutes. Là, clairement, j'ai des doutes de me dire qu'on va chercher ce niveau-là, parce que il n'y a rien, il n'y a pas de volume. Si on regarde l'order flow, on voit aussi quelque chose qui est important, c'est que on n'a toujours pas, ici, d'open interest, donc ça veut dire que on n'a pas de leverage, on n'a pas de poids sur le marché majoritairement, on a un perp qui est plat, et on a un CVD, bon bah si on regarde le CVD, spot est totalement à plat, donc ça veut dire qu'on a très peu de volume en spot, on a un petit peu de volume en perp, mais on n'a pas d'augmentation d'open interest, donc ça veut dire qu'on n'a pas de volume tout court, et ensuite, on a au niveau des positions top trader, bon bah qu'est-ce qu'on a? On a un aplat. D'accord? Un aplat, c'est-à-dire qu'on n'a pas de volume. On est remonté en longue, mais ça c'est classique, c'est vraiment classique par rapport à ce qu'on voulait faire, avoir une accélération, mais le problème c'est que cette remontée en longue, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il n'y a pas de volume, il n'y a pas d'open interest, bah on a quelque chose qui est plat. On a quelque chose qui est plat de la même façon. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de montée, on n'a pas d'incentive, on n'arrive pas à casser, ne serait-ce que le précédent top. Rappel, il se trouve ici, d'accord? On n'arrive pas à casser le top ici qu'on a fait, le top qu'on a fait ici. Donc ça veut dire que, bon bah pour l'instant on a vachement de mal à structurer. Pourtant, on a à côté un RSI qui somme toute est en train de s'enfoncer, qui est en train de se comprimer, donc on n'a pas de divergence baissière en cours. Donc là, pour moi, on va plus rentrer dans une phase de compression pendant un certain temps, avant d'avoir les liquidités nécessaires. Alors les liquidités peuvent arriver rapidement, ça c'est sûr, mais ça n'empêche que là, ce n'est pas le cas, au moment où je vous fais la vidéo, ce n'est pas le cas, et quand on regarde justement cet order flow, on se dit que ça va être compliqué, en tout cas pas pour tout de suite. La résolution, peut-être cette fin de semaine, il est possible que les chiffres donnent un petit peps d'accélération sur ce 22-23 décembre pour justement avoir une résolution, parce que on a les chiffres qui sont donnés sur le PIB, on a les chiffres qui vont être donnés
Ensuite, vendredi, donc on a quand même un petit peu des chiffres pour cette fin d'année, on va être en clôture annuelle, on rappelle qu'on a aussi les clôtures d'options qui vont arriver, donc on est censé avoir quand même un petit peu de volume, donc j'espère que ça va être juste temporaire pour cette fin de semaine avec une résolution, et qu'on va pas se retrouver avec 10 jours de ranging et de compression interminable avec zéro volume, chose qu'on pourrait avoir si jamais il n'y a pas de résolution. On va faire un petit tour sur le Nasdaq et le SP500, voilà, comme je vous dis, on a eu des super bougies, hein, on a eu du volume, sur le Nasdaq avec des très très beaux volumes dans lesquels on est parti à la hausse. Donc ce qui est intéressant, c'est que justement, on était parti à la hausse en début de journée, et en termes de statistiques, quand on part dans un sens en début de journée sans l'ouverture du marché américain, on repart dans l'autre sens derrière, ce qui n'a pas été le cas, contrairement à la veille. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on avait quand même une grosse bougie derrière, avec pas mal de volume, dans lequel on est en train de repartir à la hausse pour combler, et il est fort probable d'aller chercher ici le petit niveau structurel qui se fait ici. Alors on va supprimer juste les deux choses et on va le noter autrement, dans lequel on a pas mal d'imbalance qui nous attend. Et on pourra aller chercher les 11 600 au niveau du Nasdaq pour reprendre. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que quand on compare le Nasdaq et le SP500, on a le Nasdaq dans lequel on a eu derrière une accélération baissière qui a été somme toute assez forte, en tout cas assez portée, et hop, on va tirer, ce que je ne l'ai pas fait, donc on va le faire tout de suite, on va tirer le retracement de Fibonacci pour voir où on est. On voit qu'on s'est enfoncé dans le 618, on a pris et on a ravalé entièrement, d'accord? On a clôturé juste une, deux, et ensuite on est reparti au-dessus du 618. Bon, vous savez que j'ai toujours le 786 en tête, à 10 800, parce que ça me paraît cohérent, et donc pour moi je considère que c'est juste un premier retracement dans lequel on peut aller retravailler jusque ce niveau-là, avant de pouvoir retracer pour aller rechercher le 786. Le SP500, pareil, dans lequel on a fait par contre un retravail du 0,5, donc il y en a un qui travaille le 618, l'autre le 0,5, ça monte un petit peu la différence entre les deux. On a un SP500 qui est quand même beaucoup plus fort, on a des accélérations baissières qui sont bien moindres que le Nasdaq, et pourtant on a les mêmes accélérations haussières, donc ce qui montre quand même une surperformance du SP500, et ce qui est en temps normal au niveau du Nasdaq, je vous l'ai déjà répété, les valeurs technologiques, en période d'incertitude, sont toujours très compliquées, parce que le principe d'investir dans la technologie, c'est investir dans le futur, et dans l'évolution de la technologie dans les années à venir. Donc forcément, quand on a un futur qui est incertain, on ne va pas investir dans la technologie, en tout cas c'est pas un secteur sur lequel on va aller forcément, alors que le SP500 c'est quelque chose qui est beaucoup plus générique, et dans lequel les personnes se retrouvent plus forcément, donc on va avoir quelque chose qui est un petit peu plus fort, et dans lequel aussi, le fait que l'économie américaine ne soit pas autant en récession comme on essaie de le montrer systématiquement, bon, là en l'occurrence, ça se ressent au niveau des cours. Après, il faut faire très attention, au niveau de ce retracement, pour moi ça reste toujours un retracement temporaire pour un retest, là on voit que la marge de retest elle est quand même assez faible, hein. On voit que pour aller combler l'imbalance, on se trouve ici à 3669, donc globalement 4000, pour un retest des 4000, pour une continuité baissière sur laquelle on irait retravailler ici les 3600, qui est un petit peu l'objectif que j'ai depuis un certain temps. Au niveau du DXY, en weekly, on voit qu'on est en train bien d'enfoncer, encore une fois, il va falloir être patient. Est-ce qu'on va break la partie basse? Pour rappel, hein, la semaine dernière, je vous avais dit qu'il fallait casser en dessous de ce niveau-là et valider en dessous. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je vous avais dit ça, je crois, jeudi dernier, et derrière, on avait ravalé en 2 jours totalement la bougie pour clôturer au-dessus du break-off structure. Bon, bah là, est-ce qu'on va faire pareil? Est-ce qu'on va break en dessous, ce qui serait plutôt bon signe pour le long terme, sur lequel on dirait qu'on est en train de valider vraiment un retournement de tendance, donc oui, on aurait un retracement super avant de faire une continuité baissière, mais ça n'empêche que c'est la grande jambe baissière qui nous intéresse, on n'est pas pressé, c'est 2023 que l'on joue, 2024 que l'on joue, donc on prend son temps, et comme d'habitude, on analyse ce qui risque de se passer sur le long terme. Ensuite, nous avons un rebond de l'US Oil, et globalement du pétrole en général, qui est assez fort, avec derrière un retravail de la zone d'achat stratégique, donc sur lequel on a fait un retest effectif des 70, donc 70$. Moi j'avais comme objectif très clairement d'aller chercher le 1,618 ici à 65. Là actuellement, c'est pas le cas, on est en train de faire un retracement qui est quand même assez agressif, hein. Je pensais que le retracement allait s'arrêter très clairement là. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait 2 bougies, et on a fait un break of structure pour aller retester. Donc là, la prochaine target, c'est les 83,
83 qui se trouve ici. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que, pour rappel, au niveau du narratif, on se dit souvent que le pétrole est la représentation des marchés économiques, enfin en tout cas du pricing marché économique, d'une éventuelle récession, parce que quand on est en récession, on consomme moins d'énergie pour pouvoir créer moins de croissance, ce qui est classique, donc forcément on a les énergies qui s'enfoncent, qui est la représentation, par exemple, qu'on a eu au crash Covid, avec justement un pétrole qui a frôlé, enfin qui s'est enfoncé dans les 0 $, parce qu'il n'y avait justement plus de potentiel de croissance, et on était plutôt dans une forme d'incertitude forte. Dans une forme de récession, on est dans une diminution de consommation, et qu'est-ce qui permet de se dire que potentiellement on repart à la hausse au niveau du pétrole? Deux choses. Un, on a le non-pricing du fait que l'OPEC va augmenter son volume, donc là on est dans cette partie-là dans laquelle on n'a pas de confirmation ni d'invalidation, on a juste eu plutôt l'invalidation tacite de la continuité de l'état actuel de la production, à voir ce qui va se passer et les nouvelles qui vont arriver en 2023, mais en tout cas on a eu un repricing du prix qui s'est effectué. Ensuite on a eu très fortement quelque chose de très important, c'est qu'on a des nouvelles au niveau de la partie chinoise, où on a un arrêt, ou en tout cas une diminution du zéro Covid, et que on est en train de se dire que potentiellement la Chine peut rouvrir, et donc ça veut dire un retour du commerce international, un retour de la consommation des énergies fossiles, pour pouvoir alimenter la croissance chinoise, qui est la croissance du monde, on n'oublie pas ça. Et à côté, troisième nouvelle et dernière nouvelle pour moi, c'est clairement la partie américaine, où on voit qu'on a une économie américaine. Alors oui, il y a du délai au niveau du chômage, oui, il y a du délai au niveau de l'inflation, oui, il y a du délai par rapport à l'augmentation générale des taux de la Fed, mais ce délai-là, je rappelle, est généralement plus dans les 6 mois, maximum 1 an. On est en train de se diriger très clairement là-dessus. Et pour une fois, on a eu une augmentation qui a été colossale, qui a vraiment été colossale. Quand on compare l'augmentation effective des différentes crises dans lesquelles on a augmenté les taux, on n'a jamais augmenté aussi vite. D'accord? Donc ça ne sert à rien de prendre en considération le délai réel entre le chômage et l'augmentation des taux dans les autres schémas, parce qu'on n'a jamais été aussi rapide dans l'augmentation des taux. On n'a jamais été aussi agressif. Et très clairement, on n'a jamais été aussi dans un monde hyper connecté comme maintenant, dans lequel on a accès à toutes les informations, et dans lequel on est capable de prévoir ce qui se passe. C'est-à-dire que les entreprises sont déjà en train de pricer cette partie-là. Je veux dire, les layoffs, donc les départs des grosses entreprises, pour rappel, Amazon, Twitter, j'en passe, on a eu tous ces layoffs qui ont été annoncés, qui ont déjà été effectués. Je veux dire, ce n'est pas pour rien, et là, on parle de grosses sociétés dans lesquelles on a eu des annonces. Mais c'est le cas dans toutes les sociétés dans lesquelles on a une grosse partie de layoff en amont, parce qu'on a un narratif déjà très fort, on a une augmentation colossale des taux, donc tout ça c'est planifié, et c'est déjà structurel. Donc oui, il y a un écart de temps effectif, c'est vrai, mais on n'est pas dans la même schématique habituelle, et dans tous les cas, l'écart de temps, pour moi je considère qu'on commence à rentrer dans quelque chose où on devrait voir un chômage en tout cas qui monte. Si ça ne monte pas, bon, bah ça veut dire que c'est pas si mal que ça au niveau de l'économie. Et là, c'est aussi une représentation au niveau de l'US Oil, et donc de base du pétrole, sur lequel on peut se dire que oui, on a quand même une forme de pricing d'un retour de croissance effectif. Alors, au niveau du BTC, on va juste terminer sur cette partie-là. Dans le général, j'aurais tendance à vous dire que au niveau de l'order flow, il va falloir surveiller toujours cet open interest. Tant qu'il est flat, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de poussée très forte. Et derrière, au niveau l'aplat effectif des positions. D'accord, normalement, on est censé avoir une traduction forte, c'est-à-dire que quand on a un mouvement, avoir un mouvement représenté dans le cours. Là, ce n'est pas le cas, on est même sur quelque chose qui est flat, alors qu'on devrait avoir soit une augmentation, soit une descente, et quand on a plutôt quelque chose de flat comme ça, avec derrière une forme de résistance du cours sur l'augmentation des positions, dans lequel on n'a pas, oui, certes d'open interest, mais on a quand même une augmentation des positions, on n'a pas de liquidité qui se crée au-dessus, très peu de liquidité en dessous aussi, il est probable d'avoir une cassure baissière avant peut-être d'avoir l'accélération haussière, mais en tout cas, là on s'y dirige plus sur un break baissier, ne serait-ce que temporaire pour avoir un retest des zones d'imbalance qui a été laissé sur ce short squeeze ici, dans lequel on pourra avoir
un retracement, retest et départ aussi pour pouvoir faire un retest et cette fois-ci un nouveau short squeeze pour ensuite faire le grand mouvement, pourquoi pas. Dans tous les cas, je vous rappelle qu'on est dans un marché à court liquidité, donc un marché qui est à tendance manipulateur pour pouvoir récupérer un maximum de liquidité. À vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on va faire un ranging compression jusqu'à la fin de l'année? Est-ce qu'on va avoir un petit peu de mouvement sur cette fin de semaine? Ou bah tout simplement, tout le monde est parti en vacances et on se retrouve en 2023. Dites-moi ce que vous en pensez. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.